Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon podcast On parle d'IMO avec Hello. Je me présente Héloïse Blanchette, courtier immobilier pour le groupe Sutton Nouvelle Demeure au sein de ma propre équipe, Équipe Blanchette. Aujourd'hui, invité spécial que j'attendais particulièrement, un avocat. Les fameux vices cachés, on va couvrir toute la question de long et en large aujourd'hui. Merci à Alex Tremblay qui a accepté mon invitation, travaillant chez Kane Lamar. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Loïse. Écoute, on s'est parlé déjà depuis quelques semaines, puis je pensais que tu m'avais oublié, mais je pense que c'est un sujet qu'on peut pas oublier, les vices cachés. Ça fait plaisir d'être là. Puis la mission d'éduquer, en tout cas les acheteurs, les vendeurs, faire de l'éducation dans le domaine juridique, moi, ça évidemment, c'est un point que je trouve très important. Fait que si je peux au moins en donner un petit peu pour guider les gens dans ces problématiques-là, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Parle-nous un peu de toi. Ça fait combien de temps que tu es avocat? Moi, je suis avocat chez Kane Lamar depuis 2011. Donc, j'ai commencé en pratique directement là. Je suis sorti de mon stage. Les avocats ont fait un stage du barreau. On va à l'école bien longtemps. Après ça, on trouve notre stage. J'ai commencé comme stagiaire chez Kane Lamar en 2011. J'ai été assermenté comme avocat là, et j'ai fait toute ma pratique, en fait, collée à des gens qui font du litige, qu'on appelle. Donc, du litige, c'est des avocats qui poursuivent, donc qui agissent pour des demandeurs qui poursuivent, ou qui agissent en défense pour des poursuites civiles, évidemment. Et j'ai évolué dans cette pratique-là, mais je me suis spécialisé aussi dans le droit de la construction, puis ce qui est immobilier. Fait que depuis déjà maintenant, ça fait donc 13 ans que j'évolue dans ce groupe-là. J'ai donné des cours aux entrepreneurs, ceux qui allaient chercher les licences leur licence RBQ. Fait que je trame dans l'immobilier déjà depuis, dès le début, là, déjà 2012-2013, j'étais allé me lancer dans les cours. Puis ce qui a fait en sorte que là, j'ai cheminé de ma pratique. Maintenant associé chez Kane Lamar, puis je suis même responsable de mon groupe de pratique, là, qui est le droit de la construction. Donc c'est très en lien, c'est très en phase avec. C'est très en lien. Là. C'est pour ça que j'avais vraiment hâte de t'inviter. Là. J'avais tellement hâte. Là. Effectivement. On commence ça large. Oui. C'est quoi la garantie légale? Bon, la garantie légale, il faut savoir de quoi on parle, c'est général. Il y a différents points à la garantie légale. Il y a la garantie de droit de propriété, la garantie aussi aux limitations de droit public. Là, je suis assez technique dans les domaines, mais on pourra les décliner puis définir un peu qu'est-ce que ça inclut. Puis il y a la garantie de qualité aussi. Oui. On pourrait parler de la garantie contre les empiètements, là, mais ça fait aussi partie de la garantie de la propriété. Donc, si je te les résume un petit peu, la garantie de droit de propriété, c'est vraiment garantir que le titre que tu as un titre clair. Ça, c'est beaucoup le travail du notaire, en fait. Ouais. Là. C'est vraiment le professionnel qui fait son examen de titre, puis qui doit relever notamment tout ce qui est servitude, s'assurer qu'il n'y ait pas d'hypothèque sur ta maison, toute charge. Pas d'hypothèque légale aussi. Il n'y a pas d'hypothèque légale, exactement. Un cas particulier qui n'arrive pas souvent, mais qui pourrait arriver, c'est une taxe de rue. Exemple, une rue a été pour les commerçants, ça pourrait arriver. Il y a un décret ou un règlement qui a été pris d'emprunt à la ville, puis il y a une taxe de rue qui peut être gravée. Mais ça, c'est important. Ça ferait partie d'une limitation au droit de propriété qui n'est pas publiée nulle part, mais qui apparaît effectivement d'un procès verbal d'une municipalité à quelque part, puis qui pourrait être effectivement une charge contre un immeuble potentiel, parce que des fois, elle n'est pas grevée encore. La taxe n'est pas arrivée. Mais ça fait partie de genre de garantie de droit de propriété. Donc, fait que ça, c'est la garantie de droit de propriété. Droit de propriété. Titre clair, je suis propriétaire, il n'y a rien y a rien à la charge de mon immeuble. Évidemment, c'est ce qui est... on doit vendre sans aucune charge, mais on a le droit d'en dénoncer. Donc, il peut arriver des situations. C'est pour ça qu'on voit dans les actes de vente, les servitudes, des fois, ils sont nombreuses sur les sites. Les servitudes d'utilité publique, les servitudes de passage, il y en a. Là. Fait qu'on a, exactement. Fait que tout ce qui est passage d'utilité publique, on voit Hydro-Québec, on en voit d'autres. Ceux-là sont dénoncés. Fait que du moment que c'est dénoncé, cette garantie-là, ben, on passe au niveau, effectivement. L'empiètement, mais c'est de s'assurer qu'on garantit à notre vendeur que l'immeuble, on ne l'empiète pas nous-mêmes, parce qu'on pourrait être propriétaire du lot à côté. Donc, on ne l'empiète pas nous-mêmes sur le lot qu'on vend ou l'immeuble qu'on vend, ou qu'on n'a pas à notre connaissance quelqu'un qui empiéterait chez nous. Donc, ça peut arriver, puis ça peut parler des fameuses chicanes de clôture, un cabanon installé sur la ligne ou qui dépasserait. Fait que ces situations-là, effectivement, on doit les garantir. Encore là, il y a des professionnels là-dessus qui sont les arpenteurs géomètres, qui font des certificats de localisation, puis en principe, sont tenus, eux, de justement spécifier ou de relever ces cas d'empiètement-là. Ouais. Quand on parle de limitation de droit public, là, juste pour dire qu'est-ce que ça mange en hiver, ben c'est tout ce qui sort d'un titre de propriété normal qui vient de la réglementation, ça s'appelle de la réglementation municipale. Exemple, ton immeuble n'est pas conforme parce que
bâti un gros garage, puis il empiète dans la marge latérale envers ton voisin. C'est une non-conformité à la réglementation municipale. Puis ça, tu n'as pas de dérogation mineure, évidemment. Oui, c'est ça. Ouais. Il n'a pas été accordé, là. Fait que clairement, tu vends un immeuble dans lequel un de ses accessoires, là, le garage, il est clairement non conforme. Mais ça, tu es tenu de le dénoncer. Si tu ne te dénonces pas comme vendeur, ben, tu peux t'exposer effectivement à une poursuite. Comme dire le garage est non conforme. Fait que ça serait quoi l'incidence de ça? De déplacer le garage? Ouais, on veut pas. On veut pas. Exactement. Puis le droit de qualité. La qualité. Oui. Ça, évidemment, c'est le gros point. Le gros point, là, c'est touche beaucoup les maisons. Oui, c'est celui qu'on voit le plus souvent. Là, on appelle garantie de qualité. On l'appelle garantie contre les vices cachés aussi dans le vocable populaire. Donc, ça, c'est vraiment un régime qui répond à 4 critères très, très, très clairs, qui est effectivement un vice. En fait, il faut que le vice existe au moment de la vente. Premièrement, ça, c'est très important. Tu garantis que ton immeuble que tu vends est exempt de vice au moment de la vente. Après ça, ce qui peut arriver, parce que c'est des choses qui arrivent, des choses qui se créent par après, qui évoluent. Le bâtiment, après 30 ans, et ça se peut très bien que la situation s'est créée postérieurement à la vente. Fait que ça, c'est un premier item. Il faut qu'elle existe au moment de la vente, mais il faut également que le vice soit caché. Donc, caché, ça veut dire qu'il ne soit pas apparent. Et là, j'utilise cette façon de le dire là, parce que c'est pas apparent. Et le degré de non-apparence, c'est celle d'un acheteur prudent intelligent. Donc, ça reste des termes généraux, mais c'est dans le vocable. Faut que quelqu'un, faut pas faire l'imbécile quand on achète une maison, puis de ne pas regarder, puis de rien faire. Donc, facilement, quelqu'un se ferait reprocher comme acheteur s'il faisait absolument aucune vérification, posait aucune question, puis achetait ça sur un coup de tête. Quelque chose qui serait pour quelqu'un de moindrement prudent, qui veille à ces choses, de poser des questions puis de vérifier. Donc, puis probablement qu'avec le marché qu'on a, il y a probablement des visites qui se font très rapidement. Plus rapidement, oui, exactement. Exactement. Donc, non apparent ou caché, inconnu de l'acheteur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce critère-là, inconnu de l'acheteur, c'est on peut le mettre en opposition avec il n'a pas été dénoncé. Donc, lui, il peut l'avoir su d'une manière X ou Y, Z, mais le plus souvent qu'autrement, c'est parce qu'on lui a dénoncé. Et là, votre dénonciation du vendeur, la déclaration du vendeur, est très importante. Très important. À cet égard-là. Parce que n'est plus un vice caché tout ce qu'on déclare. Exactement. Donc, c'est un vice apparent, il est au courant. Il est même plus qu'apparent, il est connu de l'acheteur. Il va être présumé connu de l'acheteur. Et puis là, le quatrième critère d'un vice caché, d'un défaut de qualité, c'est la question du vice qui rend, là, je vous prends le vocable juridique, du vice qui rend impropre à l'usage auquel on le destine. Donc ça, c'est le cas où il doit y avoir une certaine gravité. Là. On appelle un déficit d'usage, où ton immeuble, il y a vraiment une problématique. C'est pas une simple malfaçon, c'est pas un problème esthétique. C'est ça. C'est ça. Il faut que ça amène un problème qui a une certaine gravité qui fait en sorte, et on rajoute, là, je continue le vocable, qui aurait fait que j'aurais pas payé aussi cher ou j'aurais pas acheté. Là, il y a 2 niveaux. Et puis, on parlera peut-être du recours qui existe issu de cette garantie de qualité-là. Donc, il faut qu'il y ait quand même une certaine gravité, parce que c'est pas vrai que n'importe quoi va se qualifier à ça. Et est-ce qu'il faut qu'il y ait les 4 critères? Les 4 critères doivent être rencontrés. Ça, c'est ça. Si jamais, là, c'est non apparent, puis c'est pas connu, ou bien il y en a juste 2, ça marche pas. Ça marche pas, effectivement. Il faut vraiment qu'il y ait les 4. Il faut vraiment prouver les 4. Puis c'est la personne qui, donc l'acheteur dans ce cas-là, c'est lui qui bénéficie de la garantie, va avoir le fardeau de démontrer ces 4 choses-là. Donc, évidemment, c'est un débat d'experts. En soi, là, si on a, dans les cas là, qui se ramassent devant les tribunaux, c'est souvent une expertise ou un inspecteur qui vient faire un rapport puis qui exprime en quoi, premièrement, ça crée une problématique. Prenons évidemment un cas très clair. Il y a une fuite au niveau du toit. Là, puis clairement, c'est en dessous du bardeau d'asphalte, puis l'eau s'infile tranquillement, puis ça coule, puis à un moment donné, mais là, ça vient à être découvert parce que ça apparaît, parce que... Puis en anglais, le vice caché, il s'appelle latent defect. Latent pour dire latent. Donc, c'est quelque chose qui, en principe, peut exister, puis qui se matérialise. Le cas de mon infiltration d'eau, tu le vois, c'est qu'il existe le défaut au moment de la vente. Là. Il y avait vraiment une problématique avec la toiture. Il y avait un bardeau mal installé ou des trous qui avaient été faits. Ou bien, prenons l'exemple d'une vieille toiture faite en planche, là, des vieilles maisons, effectivement, il y en a qui sont plus faites sont pas contrebloquées ou en USB. Mais là, il y a des clous et du bardeau, puis la job a été mal faite. Fait que là, il est rentré de l'eau tranquillement, pas vite, avec le temps, puis à un moment donné, ça se manifeste. Puis là, l'acheteur dit « Hey, ça n'a pas de bon sens, il y a un vice caché. » Fait que oui, dans ce cas-là,
Puis ça peut amener des gros dommages, évidemment, dans des cas de Surtout quand ça d'étanchéité. fait long, là, ça peut avoir touché beaucoup de choses. Là. Effectivement. Fait que ça, c'est des cas clairs. Tout ce qui est eau, évidemment, c'est ce qu'on voit le plus Le comme plus. vis caché. L'eau, c'est L'eau la peste. en haut, l'eau au sol, donc c'est pas mal les choses qu'on voit le plus puis qui se manifestent et qui font le plus de dommages, effectivement. Bien, justement, tu as parlé d'inspecteur. Quel est le risque pour un acheteur de ne pas faire inspecter la propriété qu'il achète? Non, ça, c'est une question intéressante parce que dans la loi, quand on parlait je t'ai parlé Diligent, du critère là. d'un acheteur prudent et diligent, Oui. mais la règle, c'est sans être obligé de recourir à un expert. Ça, c'est la règle de base, tout dépendant des circonstances, parce que la prudence et la diligence de l'acheteur, ça dépend du bien qu'il achète. Oui. Fait qu'évidemment, tu achètes une maison neuve, tu n'as probablement pas la même diligence à appliquer à une maison neuve que tu as pour un bâtiment qui est centenaire. Ben oui. Puis ça, c'est très important. Fait que l'acheteur prudent et diligent n'est pas le même. En fait, c'est le même prudent. Donc, mais l'exercice de la diligence va être différent. C'est pas la même. Exactement. Fait que ton inspection, va être probablement, elle doit être plus féroce, puis peut-être que dans certaines circonstances, on va obliger, la loi même s'est dit sans avoir recours à le service d'un inspecteur ou d'un expert, mais à un certain degré, c'est possible que le bien, vu qu'il est vraiment particulier, âgé, ou que ça demande une expertise très, très pointue, parce que c'est pas juste dans l'immobilier que ça s'applique, évidemment, que ça ait besoin. On a besoin d'un expert pour montrer la diligence. Effectivement. Ouais. Puis, justement, si ton bâtiment, là, il est centenaire, puis là, finalement, 2 ans plus tard, le vendeur a reçu une mise en demeure, vis caché, il n'y a pas de drain, puis là, l'eau rentre au sous-sol. Un drain français, là, un drain périphérique. Moi, un drain français tout le tour de la propriété. Ben, tu sais, premièrement, tu sais, c'est des choses récurrentes, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que tu me poses la question. Oui. Premièrement, les normes de construction ont évolué dans le temps. Hein. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas... fait que, tu sais, les gens regardent évidemment la vision d'un bâtiment qu'ils achètent aujourd'hui. Exemple, en 2024. Puis c'est quoi les normes applicables? Mais il faut se remettre dans l'état. Quand est-ce que j'ai acheté ce bâtiment-là? Puis c'est quoi que j'ai acheté? Donc, il y a une attente. Il y a une attente à ce qu'on achète. Il faut être conscient de ce qu'on achète. Exactement. Fait que le bâtiment qui est effectivement centenaire, là, on ne peut pas avoir la même attente, puis on ne pourra pas avoir la même garantie qui s'applique à un bien qui est, on va dire, beaucoup plus usagé, on va dire ça comme ça, évidemment, c'est pas un char. Là. On comprend très bien qu'on peut faire la même analogie avec une voiture, mais il y a quand même certaines ressemblances. Entre acheter un véhicule neuf, il peut avoir ses problèmes quand même. C'est un véhicule. C'est plus hasardeux qu'un immeuble. Il se promène. Il se promène. Il fait plus brasser un peu. Il fait brasser, là. L'immeuble est pas mal fixe. L'immeuble, il est fixe, puis si moindrement l'entretien était bien fait, mais ça reste que c'est ça aussi. Oui. L'immeuble a-t-il été bien entretenu? Puis là, c'est pour ça que la garantie, elle existe. À quelque part, c'est pas parce que la personne a voulu que le vice existe, le vendeur. Puis ça, c'est un point, puis probablement que c'est une de tes questions que tu te fais poser. Oui. Parce que toutes les personnes qui arrivent, qui posent la question aux avocats, ils disent « Ouais, mais je le savais pas qu'il y avait ça. » Mais c'est pas un critère, c'est pas une considération. Merci. Fait que là, si on répète, un vice caché, est-ce qu'il doit être connu du vendeur? Ben, c'est un vice caché, ça n'a pas rapport d'être connu ou inconnu du vendeur. En fait, la plupart du temps, le vice caché, c'est parce qu'il est inconnu du vendeur, il est inconnu de tout le monde. C'est pour ça que c'est un vice... Il est caché. Caché, exactement. Il est caché. Donc, les gens, puis je le comprends, le réflexe, puis un peu quand ils reçoivent la dénonciation d'un vice caché à leur propriété, puis ils se trouvent un peu insultés, puis ils disent « mais c'est pas ma faute, c'est pas moi, c'est pas... » Mais c'est vraiment pas une question de faute, en fait, la garantie de vice caché. C'est fait que les gens, si une chose, ils peuvent comprendre, du moins, quand ils reçoivent ce genre de situation-là, ils n'ont pas à se culpabiliser de ça. C'est un régime il n'y a pas de faute, en fait. C'est une garantie. Ouais. Donc, l'état du bien, dans semblable matière, un bien identique, avec les 4 critères qu'on a là, mais ça n'a pas rapport avec le fait que le vendeur a voulu tromper ou vendre quelque chose qui est effectivement de très basse qualité. Ouais, puis ça revient tout le temps, tout le temps. Ouais, mais ça interpelle l'autre volet, là, la question de je suis pas responsable, je le connaissais pas. Si tu le savais, là, c'est là que ça devient problématique. Ouais. Puis là, on va parler plus tard, c'est quoi si on le savait puis qu'on voulait délibérément le cacher, on va en parler. Effectivement. Ben, on peut en parler là, le fameux dol. C'est quoi la différence avec un vice caché
et un dol. Ouais, tu connais bien ton droit pour dire le dol, mais un genre de fausse représentation, mais la fausse représentation peut se matérialiser par une omission, donc complètement un mensonge par omission, ou un mensonge actif, on va dire ça comme ça. Le dol, effectivement, c'est ça. C'est une manœuvre qui est en vue de tromper son co-contractant, là, dans ce cas-là, un acheteur. Ouais. Donc, on a connaissance clairement d'une situation qui, si on savait qu'on la dénonçait, qu'on la disait à notre acheteur, qui aurait un impact. Soit il nous négocierait, ou soit complètement, il n'achèterait pas. Ouais. Donc, de cacher une information comme ça, là, c'est la personne raisonnable placée dans la même circonstance se dit, moi j'ai une fissure de ma fondation, elle est large comme le sous-sol au complet, bon, moi je ne plus qu'il n'y a pas de problème. Puis surtout, s'il a subi des sinistres, ça c'est le cas souvent qui est arrivé, il y a déjà eu des infiltrations d'eau dans le bâtiment, on a colmaté, on pense que ça a été bien fait, mais ça, ces situations-là, ils doivent être dénoncées. Ferme le mur, comme si rien n'était. Ouais. Il ne l'écrit pas dans la déclaration du vendeur, mais il le sait très bien. Exactement. À ce moment-là, c'est pas un vice caché, c'est vraiment de la malintention, c'est un dol, c'est un autre droit. Ça peut se qualifier d'un vice caché quand même, parce qu'il va répondre aux 4 critères de toute manière, parce que de prouver que le vendeur le savait, c'est pas quelque chose qu'on doit démontrer dans le vice caché. Exactement. Fait que je vais à l'inverse. Fait que là, vous avez un double recours dans ce cas-là. S'il y a vraiment une situation où on a masqué une situation évidente, donc on a vraiment manœuvré pour cacher une information qui, si elle avait été connue, aurait changé l'idée de mon co-contractant d'acheter ou pas, bien là, c'est clair. Puis effectivement, l'exemple que tu donnes, puis j'ai déjà un dossier qui était exactement comme ça, on a posé le gyps dans le sous-sol parce qu'effectivement, c'était pas beau la fondation. Quiconque aurait descendu dans le sous-sol aurait dit « Eh boy, j'ajoute pas cette maison-là ». Terrible. Ça, c'est vraiment terrible. C'est de la mauvaise foi. Exactement. Mais tu sais, un vice caché, ce n'est pas ça. Puis tout le monde, tous mes clients sont comme « Ah non, mais il l'a caché. » Non, ils ne savaient pas. Un vice caché, c'est pas ça. C'est deux affaires totalement différentes. Le vendeur est de bonne foi, tandis que le dol, il n'est pas de bonne foi, là. Exact. C'est un élément intentionnel de mauvaise foi, le dol. Puis le dol peut arriver par omission. Tu peux complètement te faire poser une question dans la déclaration du vendeur puis de mentir. Tu te fais poser, est-ce qu'il y a-t-il eu des déclarations d'eau dans les dernières années? Et on coche non, alors qu'on est capable de démontrer parce qu'il y a un dossier d'assurance. Puis des faits, ça existe. On est capable de les retrouver des fois. Hein? Et on est capable de démontrer qu'il y a une infiltration d'eau. Et puis que c'est un mensonge. Fait que là, positivement, de manière vraiment délibérée, on a menti pour tromper notre co-contractant. Fait que, tu sais, comme la situation qu'il y a une fissure, ça a été réparé, ça a été caché. Dans ma déclaration du vendeur, on la complète avec le vendeur, puis il faut qu'il donne toutes les informations, le plus d'informations possible pour le protéger et protéger l'acheteur. Oui. J'arrive à la question infiltration d'eau et fissure, il me dit non. Finalement, c'est assez facile pour l'acheteur d'ouvrir un mur. Finalement, il y a de l'eau. Il rouvre le mur, il voit la grosse fissure réparée. C'est assez facile à prouver. Une maison, ça parle. Un immeuble, ça parle. Fait qu'on est capable de présumer de ce qui s'est passé dans le passé, avant, avec même l'élément, excusez-moi, les termes juridiques, mais l'élément matériel de preuve, qui est la maison elle-même. On le voit bien qu'il y a une correction. Ben oui. Ça a été shooté, exemple. Ils ont mis de l'uréthane, ils ont mis du scellant là-dedans. C'est ça le propriétaire. Même, mon Dieu, essaie de prouver que t'as pas fait ça. C'est apparu par magie. Ça tient pas la route, effectivement. Fait que nous, on est capable de prouver ces éléments-là, des fois, de par le bâtiment lui-même, parce que de tromper, il faut quand même, tu sais, c'est pas un recours qui est facile. Là. Les gens nous arrivent souvent avec le dol ou le mensonge, là, justement. Là. Mais c'est pas des choses faciles à prouver, parce que l'élément intentionnel, là, il y a une différence entre une omission de bonne foi puis un dol. Là, fait qu'il y a vraiment des choses, il peut arriver des choses... Il n'y avait pas pensé, mettons. Clairement. C'est pas parce qu'il y a des petites choses là, que mais là c'était tellement minime, j'ai pas pensé de te dire ça, d'écrire ça dans la déclaration du vendeur. Puis, le cas souvent qu'on peut voir, c'est moi je l'ai réparé, fait que il est arrivé cette situation là, mais je l'ai réparé, puis je pensais que tout était beau, j'ai pas voulu te tromper, fait que ça. Puis là on est vraiment là, on est sur le chevauchement des situations vraiment grises. Des fois, ça dépend effectivement de la situation. Les gens vont dire mais là tu m'as trompé parce que tu m'as dit que tu l'as réparé, fait que moi je prends pour acquis que c'est comme du neuf. Fait que là, ben c'est ça. C'est pour ça que, évidemment, chacun est un cas d'espèce. Puis ça reste que c'est la mise en garde que je fais de manière générale. C'est que là, il faut falloir évaluer dans chaque cas les circonstances puis les faits de l'affaire pour être capable de savoir vous avez-tu vraiment un dossier ou pas. On parle de connaissance du vendeur, mais c'est important en termes de dossier de vice caché. C'est important parce que lorsque le vendeur, on est capable de démontrer que le vendeur le savait dans le recours à vice caché, ça nous donne le droit de réclamer des dommages. Donc, le vice caché, il y a 2 choses qu'on peut réclamer. Juste pour s'il y a un vice caché sur les 4 critères qu'on a parlé tout à l'heure, on peut demander la diminution du prix de vente, donc qui équivaut très souvent, ou à peu près, à la valeur des travaux correctifs. Oui, au montant des travaux. Et déprécier, évidemment, il ne faut pas
Il ne faut pas remettre ça en neuf parce que j'ai pas acheté un bien neuf. Ouais. Donc, il y a toujours une dépréciation. Si je refais une toiture qui avait déjà 20 ans, même s'il y avait effectivement un trou dans la toiture, ben, il y aura un enrichissement. Fait que la dépréciation est importante à tenir en compte. Puis ça, c'est important parce qu'évidemment, on ne peut pas se faire payer du neuf sous la garantie de qualité. Ça, effectivement. Et l'autre, c'est l'annulation de la vente, donc qu'on peut demander. Mais évidemment, ça, c'est les cas les plus graves où je suis capable de démontrer que je l'aurais vraiment jamais acheté. Et les tribunaux sont assez sévères sur l'annulation de la vente. Fait qu'il faut pas penser que juste en levant la main puis en criant annulation de la vente, on va l'avoir. Ça va être vraiment extrêmement grave pour être accordé une annulation. Exactement. Puis, la garantie légale, tout le monde me demande, ouais, mais c'est combien de temps? 5 ans? 10 ans? Est-ce qu'il y a un temps pour que la garantie soit appliquée? Il n'y a pas de temps, la garantie. Non, effectivement, la garantie, elle est là. Elle persiste dans le temps, tout le long de la vie utile du bâtiment. Évidemment, elle s'estompe, dans le sens où c'est pas la garantie qui s'estompe en tant que telle, mais c'est que le bâtiment, lui, il use, autrement dit. Mais non, effectivement, même si ça fait 10 ans que vous avez vendu, il peut y survenir un défaut latent, justement, qui existait, mais qui se manifeste plus tard, puis il va tomber sous la garantie de qualité. Les délais, c'est plutôt ceux pour exercer un recours du moment qu'on a découvert la chose. Ça, par contre, là, ça, c'est vrai, effectivement. Là, il y a des délais. Puis, c'est sûr que quand on est propriétaire, ça fait 20 ans, c'est beaucoup plus difficile de prouver que l'ancien propriétaire savait le vice, connaissait le vice, que si ça fait un mois qu'on est propriétaire et qu'on découvre un vice, on s'entend que... Le temps joue toujours contre nous en matière de preuve, ça, c'est sûr. Effectivement, là. Puis, on parlait un petit peu de la garantie, la déclaration du vendeur. Comment bien remplir une déclaration du vendeur? Est-ce qu'il faut en écrire moins? Est-ce qu'il faut tout écrire la connaissance au complet du vendeur? Comment on fait pour bien remplir une déclaration du vendeur? Bien, les gens, il faut déclarer tout ce qu'on sait, en tout cas tout ce qui est du moins assurément ou qu'il y a des coches, là. Il y a pas, précises. Les gens ne devraient pas avoir à se questionner, je le déclare-tu, je le déclare-tu pas. Ça, c'est justement une réflexion qu'on a de dire j'ai peur de perdre ma vente. Fait que, c'est de la stratégie, autrement dit, mais le droit, c'est pas ça qu'on regarde, évidemment. Quand on regarde le cas, c'est y a-t-il une fausse déclaration ou il n'y en a pas une? Elle sert à ça, cet outil-là. Ouais. Puis elle sert aussi à acheter en toute connaissance de cause. Quand même, un bâtiment, il y a beaucoup de choses là-dedans dans le bâtiment. C'est un ouvrage complexe. Puis est-ce qu'on a vraiment fait le tour au complet en faisant 2 visites avec son père qui est venu nous aider pour visiter? Non. Fait que c'est pour ça que le vendeur, on lui pose des questions. Ça fait office des questions qu'on lui pose. Il nous répond. Et moi, c'est sûr que le conseil, c'est d'être le plus franc possible. Si jamais il y a une infiltration d'eau, ben, il faut qu'il le dise. Parce que oui, ça va diminuer, mais au moins l'acheteur va être en connaissance de cause de qu'est-ce qu'il achète. Il n'y aura pas de surprise. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est plus t'en dis, plus tu te protèges. Fait que c'est un peu ça. Oui, mais il en faut. Puis de penser le contraire, c'est justement de démontrer que si ton bâtiment il n'est pas si ça coche que ça, ben c'est parce qu'il vaut un peu moins cher. Un peu moins cher. Ça va avec. Fait que ça va avec. La garantie de qualité, elle est là pour ajuster justement la diminution du prix de vente par rapport au bien de la qualité qu'on s'attendait pour bien de même nature ou de même année, autant usagé qu'on achète. Donc un bâtiment de 75 ans, c'est un bâtiment de 75 ans. Fait que, ça aussi, c'est une autre affaire. Un acheteur, il faut être diligent, il faut être en connaissance de cause qu'on achète un bâtiment de 75 ans. C'est pas comme une maison neuve de 2024, c'est pas les mêmes notes. Il faut savoir que, justement, c'est peut-être un drain agricole en grès, ou peut-être bien qu'il n'y en a même pas. Il faut connaître les risques, il faut connaître comment la construction était avant et aujourd'hui. Mais ça, souvent, les acheteurs l'oublient. Ils sont comme, ben là, c'est tout en cuivre ou il y a de l'aluminium, mais ça va avec l'année. Ça va avec l'année. Tu peux t'attendre assurément un bâtiment de 75-100 ans. Les gens arrivent avec des fils d'aluminium, de l'isolation en brandy. Mais c'est possible, effectivement. Un bâtiment de cette année-là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait ces composantes-là. Puis tu devrais probablement être un peu plus diligent dans ta vérification. Exact. Puis d'acheter en disant, oui, je vais devoir refaire le filage. Puis oui, puis on s'entend que l'isolation à l'intérieur des murs d'une bâtisse, puis j'ai déjà vu un cas comme ça, d'un bâtiment qui est fini, là, rénové au complet à l'intérieur, ben c'est d'arracher les murs par l'intérieur. C'est ça. Ça fait que ça a un gros impact, effectivement. Là. Mais le bâtiment, c'est ça. Ça veut dire que s'il est isolant brandy, il y a des bonnes chances que c'est pas un vice automatique, mais ça veut dire que ça vaut peut-être pas si cher que ça. Fait que, puis ça dépend du bien, évidemment. Il faut être en connaissance de cause de qu'est-ce qu'on achète. Exactement. C'est vraiment ça. On voit ça de plus en plus comme une nouvelle mode. Vendre sans garantie légale aux risques et périls des acheteurs. Présentement, dans le marché,
dirais pratiquement 50% des propriétés sont vendues sans garantie légale. Quel est l'impact pour un acheteur qui achète une propriété sans garantie légale? Bon, d'exclure la garantie légale, ça l'exclut justement ce qu'on vient de se parler, puis surtout l'essentiel, on parle de la garantie légale de qualité, OK? Celle-là, ça veut dire que les 4 critères, la personne qui voudrait poursuivre sur le vice caché avec les 4 critères qu'on a parlé d'un vice qui est non apparent, qui est inconnu de l'acheteur et tout ça, ça veut dire que ce recours-là n'existe plus. Le vendeur qui achète sans garantie légale ne pourra pas exercer ce recours-là. Il pourra exercer un recours sous d'autres choses, exemple une fausse déclaration qui serait faite effectivement à la déclaration du vendeur ou ailleurs, là, peu importe la formule, un courriel, n'importe quoi. Même verbalement, en fait, là, c'est juste la question, c'est la preuve, là, évidemment, dans la déclaration verbale. C'est pour ça qu'il faut mettre les choses le plus par écrit. Je pense que vous êtes bon là-dedans, les courtiers. Vous êtes là pour protéger les gens pour ça. On protège, exact. Donc, vaut mieux des écrits, évidemment, que du verbal. Et c'est ça, on ne pourra pas poursuivre, évidemment. Puis là, il y a un degré de plus qu'on peut même aller, puis probablement que c'était ta prochaine question, tu peux même vendre au risque et péril de l'acheteur. Et là... T'enlèves tout sur la garantie. Là, t'enlèves tout, puis c'est probablement que... Puis évidemment, ça, c'est une question qui reste à être explorée encore davantage en jurisprudence, là. Les tribunaux sont penchés là-dessus, mais en principe, effectivement, ça éclaire toutes, même des vices qui sont connus, en principe, du vendeur. Il dit, il l'écrit sur le papier, c'est très évocateur, au risque et péril de l'acheteur. Donc, quand tu vois ça, ça veut dire faut que tu le prennes, ton risque. Faut que tu le calcules. Ça veut dire qu'il faut que tu sois très, très, très diligent dans ton achat. Encore plus. Ça veut probablement dire inspecte, mais inspecte fois 2. Parce qu'après coup, tu ne pourras pas. Ça va être très, très difficile. C'est voire exceptionnel d'être capable d'aller au-delà de cette mention-là, d'aller poursuivre après ça. Puis même s'il y a une fausseté qu'on découvre par après, ça vise justement à empêcher les recours. Donc, tu dis une mode, là, mais c'est un droit qui existe au Code civil. C'est prévu clairement. C'est pas juste quelque chose qui est inventé et que les gens ont mis. C'est prévu au Code civil qu'on a le droit de vendre sans garantie légale et au risque et péril et que ça protège les vendeurs. Donc, et c'est ça. Là, la seule question qui reste un peu en suspens, c'est vraiment la tromperie, là, le mensonge clair, là, le mensonge là, par acte, là, vraiment délibéré. Là. Ça, peut-être qu'il y a peut-être une ouverture. Il y aurait une petite ouverture. Petite porte ouverte, effectivement. Parce que, tu sais, un acheteur, j'ai vendu une propriété qui a acheté sans la garantie légale, m'appelle, Héloïse, je pense qu'il y a un vice caché, tout ça. Est-ce qu'il y a quand même un recours? Est-ce qu'il peut quand même envoyer une mise en demeure ou non? Ben, il peut le faire, cependant. Est-ce qu'il y a des chances de succès à sa démarche? On va dire que non. Ouais. Évidemment, puis c'est souvent le cas, là, le rendu là, on va dire, il y a souvent cette situation-là. Mais là, il m'avait dit que, puis là, c'était ça qu'il avait marqué dans la déclaration. Évidemment, il faut aller voir un avocat dans ces situations-là. Puis, évidemment, il y a les poursuites, mais il y a aussi les règlements qui existent. Donc, les gens peuvent se parler, ont le droit de se parler, puis souvent... Des ententes à l'amiable, c'est ça. On dit souvent que le pire des règlements vaut le meilleur des procès. Fait effectivement, c'est une issue qui est souvent privilégiée. Là. 95% de nos dossiers, les avocats civilistes, là, on les règle. On n'est pas toujours en train de plaider à la cour. À la cour, on se rend au bout, c'est ça. On négocie, on discute, puis on en arrive à des règlements. Parce que c'est vaut mieux faire ça que de s'obstiner puis de dépenser des frais puis de l'énergie aussi dans ces choses-là. Fait que je dis pas que tu sais probablement qu'il y a très peu de chances de succès à un recours comme ça, mais il faut voir. Puis c'est ça. Peut-être qu'il y a une chance d'aller obtenir une réparation dans un règlement, mais ça, il faut vraiment, c'est chaque cas, il faut être un cas d'espèce. À l'effet inverse, si j'ai un client qui achète avec la garantie légale, puis là, il m'appelle puis il me dit j'ai de l'eau qui rentre dans mon sous-sol, je pense que j'ai un vice caché. Qu'est-ce que je fais? La question qui tue. Bon. La première chose qu'on doit faire quand on découvre un vice caché ou on pense que c'est un vice caché, là, c'est de dénoncer la situation à son vendeur. Par écrit. Très important, c'est la première démarche qui doit être faite. C'est pas de le mettre en demeure, c'est pas de lui réclamer de l'argent, c'est vraiment de l'aviser. C'est un devoir d'information qu'on doit faire à notre vendeur pour dire « Voici, j'ai découvert telle chose, je te donne la liberté, viens constater. » Donc ça, c'est la première chose. Et puisque les dossiers de vice caché, c'est des dossiers qui sont toujours de matière technique, de nature technique, bien, il faut mettre un professionnel qui va aller vérifier. Évaluer, c'est quoi la problématique? C'est quoi cette problématique-là? C'est la première étape. Moi, quelqu'un arrive, il pense qu'il y a un vice caché, il m'appelle, il dit « T'as-tu dénoncé à ton vendeur? »
puis t'as-tu un expert? Mhm. Deux premières questions que je pose. OK. Si la problématique a été découverte depuis un bout, quand est-ce qu'il a découvert ça? Important, s'il n'a pas dénoncé encore, parce qu'au code civil, ils sont tenus de dénoncer dans un délai raisonnable, les acheteurs qui veulent se prévaloir de leur droit à la garantie de qualité. OK. Donc, dénoncer dans un délai raisonnable, le raisonnable, il va aller tout dépendant de la gravité du vice. Fait que si c'est moindrement que ça cause pas trop de problème, mais que ça existe, c'est quand même un peu étonnant, ben, on va être plus smart probablement avec le délai raisonnable. Mais tu sais, si ça coule, là, puis que C'est urgent, là. c'est urgent. Fait qu'il faut que ça soit fait maintenant. Surtout que les travaux d'urgence vont venir pour réparer, puis là, on va autrement dit, on va placer notre vendeur devant un fait accompli, puis ça, c'est pour ça que l'objectif de la dénonciation, le plus rapidement possible, c'est un devoir d'information. Un devoir de bonne foi puis d'information d'aviser notre vendeur qu'il peut y arriver quelque chose. Donc, première chose. Mais si jamais, justement, ça coule, puis là, ben, ils ont tout de suite réparé, puis là, par la suite, ils m'ont appelé. Qu'est-ce qui arrive? Problématique parce que le principe, si on veut réclamer quelque chose de quelqu'un, il faut l'avoir avisé à l'avance qu'on allait faire, qu'on allait lui réclamer quelque chose. Il faut toujours donner la chance à son vendeur, je vais prendre dans le cas vraiment de la vente, de s'exécuter. Donc lui, en principe, en garantie de qualité, le vendeur, il a le droit d'assumer lui-même la réparation. C'est rare qu'on le voit, mais ça peut arriver effectivement qu'on interpelle un vendeur et dit qu'ils veulent prendre en charge, effectivement, puis c'est son droit le plus clair. Fait qu'il faut lui donner la chance. Puis ça, c'est la mise en demeure qui permet de faire ça. Fait que le principe de la demeure est importante parce que si on veut exercer un droit contre quelqu'un, on ne peut pas vraiment le placer devant tous les faits accomplis, d'avoir dépensé tout l'argent du monde pour réparer un correctif. Puis, voici, Tu me dois 100 000. voici la facture, tu me dois. Oui, exactement. 100 000, ça marche pas de même. Avant d'engager quelconque somme d'argent, à moins d'une urgence là, extrême, là, avant d'engager une somme d'argent qu'on veut réclamer à quelqu'un, il faut le mettre en demeure. Très important, principe général, ça va au-delà du vice caché, c'est dans tout. Puis, à l'effet inverse, le vendeur qui reçoit un appel de l'acheteur, « Hey, mais là, ça coule, tu sais, viens voir. » Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, lui, il a le droit d'avoir son propre expert. Il peut venir constater. Évidemment, l'objectif... Ben, moi, si je suis un vendeur, je prends des photos. Évidemment, c'est... Des preuves. Il faut des preuves. On veut garder cette preuve-là. On veut s'assurer que justement, que dans les jours qui vont venir, on ne viendra pas briser ou détériorer ou altérer la situation. Si effectivement il y a un litige qui s'en vient, c'est la préservation de la preuve. C'est vraiment ça. Et si on a l'opportunité de dépêcher quelqu'un qui a des bons yeux, donc un expert, ben, de l'envoyer tout de suite pour avoir un avis. Puis si le vendeur il dit non, moi, je considère pas que c'est un vice caché, je paye pas, là, par la suite, s'il n'y a pas d'entente à l'amiable, là, par la suite, un procès va pouvoir c'est des procédures judiciaires, tout dépendant de l'envergure du montant, effectivement. La seule manière de forcer quelqu'un, de contraindre quelqu'un à payer de l'argent, c'est de s'adresser aux tribunaux. Donc, heureusement. Puis, ça veut dire que la personne, puis il y a différents recours, mais en principe, c'est une procédure judiciaire. Puis il y a les petites créances, dépendant des montants. Fait que c'est ce qu'on voit le plus. Les dossiers les plus fréquents qu'on voit aux petites créances, c'est effectivement des dossiers de vice caché. De vice caché, hein? Oui, ça va jusqu'à 15 000. De 15 000. 15 000 exactement. Puis, dans les dossiers de petites créances, est-ce que vous êtes interpellé? Est-ce qu'il y a des avocats ou il n'y a pas d'avocats? Il n'y a pas d'avocat. C'est heureusement qu'il n'y a pas d'avocat. C'est pour ça que c'est quand même quelque chose de très encadré, plus facile, où les juges mettent à disposition, qu'on fait beaucoup d'éducation, guident vraiment la population. Dans tout ça, il y a même des médiateurs aussi maintenant. Il y a un projet pilote, là, notamment ici dans le district de Chicoutimi, là, qui vise tout le Saguenay au complet, et dans d'autres districts où on fait de la médiation pour essayer de rapprocher les gens avant d'aller vers la contestation, donc un petit procès. Fait que ça existe, mais nous, on n'en fait pas. Évidemment, les avocats, on peut donner de l'information, mais il existe aussi le centre de justice de proximité pour ça, pour donner de l'information aux gens. Nous, on est plutôt quand on doit faire de représentation pour les gens. Donc, ça veut dire un litige qui est de plus grande envergure. Et ça, c'est peut-être un conseil que je peux donner aux gens, puis c'est aussi par rapport à leurs attentes, c'est que des dossiers de vice caché, avant de se lancer dans cette aventure-là d'une poursuite en vice caché, il faut qu'il y ait un bon vice caché. Il faut quantifier. C'est-tu justement, ça va-te coûter 100 000 ou c'est un... Il faut regarder la rentabilité du recours. Avant de mettre un avocat dans quelque chose de 25 000 là, faut, puis si on vous appelle un avocat, c'est probablement la première discussion que vous devez avoir. Oui. Savoir qu'est-ce que je fais avec ça, comment que ça peut coûter, ça prend combien de temps faire ça, puis plus souvent qu'autrement, on va dire, on les a vus les 4 critères, là, c'est quand même complexe, il y a beaucoup de marge pour se défendre aussi, ça veut dire plus il y a de conditions à remplir, plus en défense. Le fardeau, l'acheteur a beaucoup de fardeau, là. Exactement, fait que plus le défendeur a des munitions, oui. Fait que c'est pas une balade dans le parc, un recours à vice caché, là. Donc, il faut regarder la rentabilité du recours et
toute personne qui subit ce vice-là, caché, qui ait raison ou pas, il va avoir à faire les travaux. De toute manière. Fait il part déjà avec un mois qui doit faire les travaux. Puis après ça, en plus, doit mandater un expert, doit mandater peut-être un avocat parce que c'est trop complexe, son dossier. Donc, il faut les tenir, faut vraiment tenir ça en ligne de compte. Et puis c'est pour ça que, plus souvent qu'autrement, les gens réussissent souvent à régler à l'amiable. Mais il vaut mieux s'entendre à l'amiable plus tôt dans le processus que trop tard. Ça, c'est mon conseil. Parce qu'il y a déjà des frais engagés, il y a déjà, puis peut-être qu'il y a tellement de frais que là, une partie va dire, ben non, Quand les gens sont rendus trop loin dans leur processus, effectivement, c'est que ça se braque parce qu'ils en ont trop mis. C'est exactement ça, la dynamique. Ouais, mais je poursuivais pour 50 000, j'ai déjà payé 15-20 000 à mon avocat. J'étais à l'aube du procès, il en reste encore à mettre dans le dossier. Effectivement, c'est dur de revenir en arrière. Mais si on avait regardé tout de suite au jour 1 puis qu'on avait été capable de se communiquer, entre avocats, puis c'est ce qu'on doit privilégier. Le code de procédure nous oblige, les avocats, aujourd'hui, à regarder les modes alternatifs de règlement. Fait qu'il faut le faire au stade de la mise en demeure maintenant. C'est bon. C'est bon. Fait qu'avoir une entente à l'amiable, mais ça, c'est toujours quand on vend avec la garantie. Si y a un dossier sans garantie légale, le vendeur peut dire, ben regarde, moi, je fais absolument rien, puis le fardeau de la preuve, ça revient à l'acheteur, fait que essaie de prouver que c'était vraiment un mensonge peut-être délibéré, essaie de jouer sur le dol, mais tu sais, c'est beaucoup plus difficile. Très difficile de démontrer cet élément intentionnel-là, puis souvent, effectivement, il n'y aura pas nécessairement un écrit pour qu'on pourra se ménager là-dessus. Ouais. La parole de l'un contre l'autre, ça devient difficile, effectivement. Fait que oui, c'est sûr qu'on se met dans la position du vendeur dans cette situation-là. Il est assez protégé, puis il peut s'asseoir sur son steak. Ouais. Mais, comme je te dis, il peut avoir un très bon dossier, l'acheteur. Capable de démontrer ton cas de fissure. Comme on disait tantôt, une belle grosse fissure, bien réparée. Il y a juste eu un propriétaire, tout bien caché, jamais divulgué. C'est assez facile de prouver. C'est ça. Fait que là, dans un cas comme ça, probablement que le conseil qu'on va donner au vendeur, c'est soit un peu à l'écoute parce que peut-être qu'il ne lâchera pas le morceau. Là. Effectivement. Fait que là, vous allez en finir plus. Là. Donc, dans ces situations-là où en plus la personne, il y a un niveau de mensonge, c'est un peu plus acrimonieux. Une mauvaise foi, là, tu sais, c'est comme... C'est un peu plus acrimonieux, puis ça reste la résidence. C'est probablement l'objet le plus le plus de valeur qu'on détient, a. Là, exactement. Fait que ça devient très, très sensible, ces dossiers-là, de vice caché. Vraiment. Effectivement. Puis le vice caché, tout court, c'est un dossier. Tu sais, même quand moi j'en parle avec mes vendeurs, ils sont toujours stressés. Ouais, mais tu sais, moi, ma maison, ça fait 25 ans que je l'ai. Il n'y a jamais eu d'eau, ça a toujours bien été. Tu sais, qu'est-ce qui dit, justement, ça fait 25 ans, qu'est-ce qui dit que dans 2 ans, ça coulera pas? Tu sais, c'est quand même un risque pareil, là. Il y a un risque. Pour ça que l'exclusion de la garantie, c'est pas un mauvais choix. En fait, c'est probablement une très bonne recommandation à faire à tout vendeur. Puis c'est prévu dans la loi, puis c'est encadré. Fait que je me dis, si vous avez quelconque doute, si moindrement vous avez fait des rénovations vous-même, c'est un bâtiment plus vieux, si vous voulez avoir la paix... Bien sûr, à partir de certaines années, tu sais, je dis pas 2010, c'est encore très, très récent, mais tu as un bâtiment en 1960, là, c'est plus difficile, là. Puis la garantie de vice caché, puis là, ça, on pourrait en parler longuement, mais tu sais, là, on a parlé d'un cas où il y a un seul vendeur, mais des fois, le bâtiment, il y a eu 10 propriétaires, là. Fait que là, le vice caché peut remonter des fois dans la chaîne très, 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 très lointaine. Puis là, ça fait du monde autour du dossier. Puis ça peut aller jusqu'au promoteur, au constructeur, au gars qui a excavé. Tu peux aller jusqu'à celui qui a créé, autrement dit, le bâtiment. Fait que ça peut aller loin. Pour protéger, évidemment, les acheteurs, puis c'est bien correct, mais quand on exclut la garantie de qualité en principe, on coupe la chaîne. On coupe la chaîne, oui. Exact. Fait que, mais là, maintenant, il y a comme une nouveauté de vendre sans garantie. Cependant, on n'exclut pas les garanties antérieures. Exactement. Ça veut dire que clairement, on a voulu s'exclure, nous, personnellement, mais on a quand même dit tout ce qui s'est passé avant moi, tu peux en bénéficier. C'est effectivement, j'ai vu ça dans des actes notariés, ça fait déjà quelques années que je vois ça. Puis je pense que c'est une pratique qui peut effectivement exister, puis qui n'est pas interdite. Fait que c'est correct. Fait que ça peut un peu rassurer un acheteur à dire... Puis le vendeur aussi, il est comme, regarde, tu sais, moi, je veux pas, ma maison, elle a 40 ans, j'enlève ma garantie, mais les autres garanties, justement, le constructeur, l'entrepreneur qui a construit la maison, si jamais il a fait vraiment un défaut... C'est ça. Ben, au moins... Moi, je veux pas te le garantir. Si tu veux aller directement contre lui, vas-y, je te transfère, je t'ai donné des droits, mais
moi, c'est terminé. Exactement. Fait que oui, c'est une bonne recommandation. Moi, je suis assez de l'école d'exclure la garantie qualité dans des biens usagés. Là, assez, Usagés, exact. effectivement. Là, parce que non seulement... Parce que c'est probablement le propos aussi de la présente rencontre qu'on a, c'est que les gens, le vice caché, il y a beaucoup de méconnaissances, d'incompréhension, puis les gens se lancent là-dedans et il y a beaucoup de poursuites en la matière, puis beaucoup de poursuites inutiles ou exagérées. Donc... ou que des acheteurs n'étaient pas en connaissance de cause nécessairement de qu'est-ce qu'ils achetaient, ou que, tu sais, justement, t'achetais un bâtiment de 45 ans, bien, ton droit français, normalement, c'est 40 à 50 ans. Il est pas mal fini, là. Tu sais, il faut que tu prévois dans les années antérieures que tu devras remplacer ton droit français, tu devras remplacer ta toiture, l'entretien des fenêtres, le solinage, tout ce qui est calfeutrage, ça fait partie de la chose. Si ça n'a pas été fait, effectivement, à un moment donné... ça va être dû, là. Tu sais, il va falloir le prévoir, là. C'est toutes des choses que... Puis c'était tellement un sujet difficile et... Tu sais, justement, les poursuites, personne ne veut se lancer dans les poursuites, on s'entend. Là. Fait que... Puis là, on enlève de plus en plus la garantie légale. Fait que là, sans garantie légale, les acheteurs sont plus frileux. Ils sont comme, ben là, moi, j'ai plus de garantie, tu sais. Quel impact que ça peut avoir pour les prochaines maisons, les futurs acheteurs. C'est insécurisant pour les vices majeurs, ça, c'est certain. Pour un vice où on est capable d'assumer notre risque, tu te dis, j'achète en conséquence, aussi, le prix est en conséquence. Mais effectivement, pour le vice majeur, ça peut être insécurisant pour les acheteurs. Mais ce que j'ai compris, c'est que dans le marché actuel, ça n'empêchait pas grand monde d'acheter. Parce que les gens veulent des maisons. Puis, le marché est tellement trop actif que... Il y a 5 autres acheteurs. C'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est vraiment déplorable parce que, sincèrement, on ne devrait pas négocier sur l'inspection parce que c'est tellement important. Mais pour un vendeur, c'est sûr que... Tu as un offre sans inspection avec inspection. Souvent, ils vont préférer sans inspection. C'est pas mal moins stressant. Il y a moins de causes aussi que des bobos sortent. Mais c'est pas suggéré. Là. Pour un acheteur, c'est pas protéger son acheteur. C'est pas te protéger. T'sais. Ça, c'est sûr que le conseil pour un acheteur, c'est si c'est sans garantie légale, c'est inspection plus. Puis si on veut te mettre une pression pour acheter... Je suis désolé, mais tu es obligé de passer. Change. Exact. Lâche le morceau parce que... Sinon, tu achètes en toute connaissance de tes risques. Justement, comment faire pour éliminer d'avoir un vice caché? C'est d'être un acheteur diligent et prudent. Exact. C'est de remplir une belle déclaration du vendeur en tant qu'un vendeur. Et comme acheteur, c'est de faire inspecter, faire une visite, aller dans l'entretoit, d'être en connaissance de cause de l'achat que tu fais, tu sais. Mais le vrai, tu sais, le vice caché, là, il y en a. Là. Puis maintenant, les inspecteurs sont plus sophistiqués qu'ils étaient. Là. Il y en a qui ont des caméras thermiques, des détecteurs d'humidité. Maintenant, aujourd'hui, on voit même le vice qui est caché, finalement. Qui est caché, exact. Fait que, tu sais, pour pas le voir... D'eau, on est capable de le voir. Fait que si moindrement, on a quelqu'un de compétent avec nous, là, il va nous orienter très bien où est-ce qu'on voit l'humidité dans un coin d'un mur, la salle de bain autour de la toilette, ça se peut. On va les savoir, puis on va les gérer, puis on va les dire... Puis évidemment, ces gens-là vous protègent aussi. Fait que d'avoir recours à un inspecteur, c'est aussi une certaine forme de protection. Oui, en prévention, mais effectivement, s'il arrive une problématique, puis votre inspecteur, il vous a pas dénoncé quelque chose qui aurait dû vous dénoncer, mais vous avez encore quelqu'un qui doit répondre de sa responsabilité. De sa responsabilité. Exactement. Puis encore là, comment ça fonctionne, c'est justement, l'inspecteur, ça aurait été quand même quelque chose de facile à voir, même pas avec la détection thermique, admettons, il y a quand même un bon cerne à l'arrière d'une toilette. Comment il fait, en tant qu'acheteur, de poursuivre, commencer les démarches contre un inspecteur? Bien, c'est au stade, même quand je disais qu'on devait dénoncer ou dès qu'on constate ou on découvre un vice, c'est d'aviser. C'est toujours d'aviser par écrit la personne qu'on considère responsable. Donc, c'est la personne de la demeure. Évidemment, c'est pas... Quand on poursuit un inspecteur, on le poursuit pas en vice caché. On le poursuit en défaut de conseil, en défaut d'inspection. Puis ça va être un degré, dans le fond, c'est de démontrer son degré d'inspection, est-ce qu'il rencontre la norme de compétences d'un inspecteur dans tel domaine. Ou non. Exactement. Fait que c'est un débat, on va dire, d'expertise, effectivement. Et c'est ça. Mais ce qui était évident pour un inspecteur qui est moindrement compétent, en principe, effectivement, il aurait dû être dénoncé à son client. Puis tu sais, moi, j'ai la mentalité aussi qu'une inspection, ça protège les vendeurs aussi. Parce que ça protège contre les éventuels recours. Parce que, justement, avec la détection thermique, on est capable d'avoir qu'un cerne. Bien, on veut savoir c'est quoi ce cerne-là. Souvent, le vendeur va ouvrir le mur, on va faire venir un entrepreneur. Tu sais, on va déjà aider la problématique pour être sûr que plus tard, éventuellement,
on n'aura pas de poursuite contre nous. Ben, on a un peu plus l'image claire, on a plus la vérité sur ce qu'on achète, autrement dit. Ouais. Puis, tu prends l'exemple de l'inspection par caméra, ce qui était en principe non apparent, mais à certains égards devient apparent. C'est sûr que l'inspecteur, effectivement, ça l'aide des deux côtés. Ça prévient pour l'acheteur d'acheter une problématique. Pour le vendeur, ça le sécurise. Puis bien souvent, dans le cas d'une poursuite à vice caché, on peut même, le vendeur qui se doit se défendre, dit « Ouais, mais c'était marqué dans ton rapport d'inspection. » Ou tu aurais dû aller plus loin. Avoir une expertise. La mention qui dit « On a constaté telle problématique dans le coin du mur, on suggère une inspection supplémentaire. » Et la personne ne l'a pas fait. Ben là, exact. Là, fait que pour ça que des fois, ça fait peur aux vendeurs, mais moi, je trouve que ça peut aider les vendeurs, puis ça peut les protéger eux également, d'une éventuelle poursuite, des problématiques futures. Puis tout le monde devient maintenant, c'est des vices apparents. Mais regarde, t'as écrit dans ton rapport qu'il y avait une petite problématique là, t'as pas été voir plus loin. Tu sais, le fardeau maintenant, c'est à toi qui revient. T'aurais dû être un acheteur diligent et prudent, comme pour on nous, c'est tout naturel de constater, puis de suggérer l'inspection, puis ça s'inscrit dans la diligence de toute l'opération de la vente. Vaut mieux l'avoir que pas l'avoir, ça c'est certain. Les gens qui ont peur de faire torpiller leur vente parce qu'il y a un inspecteur, ben là, tu sais, là, ça les regarde, mais c'est assurément pas un bon conseil juridique. Non, vraiment pas. Pour vrai, le vice caché, c'est quand même très, très, très large. Puis, tu sais, dire que c'est un vice caché, moi, je peux pas le dire. Tu sais, c'est vraiment une enquête. C'est des spécialistes et des experts qui vont venir constater que, OK, ça pourrait rentrer dans les 4 critères et là, être appelé comme un vice caché. T'sais. Exact. Ça reste que c'est le juge au final qui va le qualifier. C'est une notion juridique, le vice caché. Fait que l'inspecteur, il va dire que c'est un vice qui rend impropre à l'usage. Il va expliquer techniquement pourquoi ce type d'installation de plomberie-là est non conforme au Code national de plomberie, puis que ça cause des fuites ou il y a un risque de fuite, puis c'est pour ça qu'il y a eu justement de l'eau qui a coulé, puis que ça a fait pourrir les sous-planchers. Bon, fait que c'est ça, c'est ce lien-là, cette explication-là technique que l'inspecteur va amener ou l'expert dans un dossier. Après ça, le juge va devoir déterminer les autres critères, notamment la question de connaissance, de diligence, puis d'apparence. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé que c'est un recours à la chaîne. Donc, admettons qu'on est 3 propriétaires, mais que c'est un entrepreneur général qui a fait la propriété. Fait que là, on revient à la chaîne, on revient contre l'entrepreneur. Admettons que l'entrepreneur a fait faillite, a fermé sa compagnie. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ben, l'entrepreneur, c'est sûr que contre une entreprise qui n'existe plus ou qui a complètement une faillite, ça libère de ses obligations. Là, c'est sûr qu'on ne pourrait pas poursuivre. Cependant, il existe quand même certaines formes de cautionnement qui existent dans le temps, en tout cas à la Régie du bâtiment. Un entrepreneur qui a fait faillite, il existe quand même des petites protections. C'est pas super, mais c'est des montants qui sont limités, mais ça existe. Puis ils sont difficiles à exercer. Il faut quand même obtenir un jugement contre l'entrepreneur. Pour aller pour qu'au moins on ait quelqu'un un juge qui a déterminé que l'entrepreneur était responsable, et là on peut soumettre ça au cautionnement de la Régie du bâtiment. Ils peuvent nous indemniser. Si ça fait vraiment trop longtemps, le cautionnement il ne sera plus actif. Fait que c'est ça. Qu'un bâtiment de 75 à 100 ans, les risques sont grands. Ça arrive souvent. Les bâtisses qu'on voit, puis on monte la chaîne, là, faite par un promoteur, un tel, ils n'existent tous plus. Exactement. Fait que là, à ce moment-là, le recours arrête, tu sais. S'il n'y a plus du tout d'indemnisation possible, puis... Exact. Fait que t'es prêt avec ton vice. Oui. C'est sûr que si puis tu vois, puis les gens, puis ça c'est une autre question qui peut demeurer entière, c'est le bien il s'est vendu à différents prix dans le temps. Ouais. Fait que là, la personne qui l'a vendu en 1978, 48 000 la bâtisse. C'est pas la même chose qu'à 500 000. Là, c'est vendu 500 000 en 2024. Oui. Fait que la personne ne peut pas être tenue de garantir la même chose. Fait que ça, c'est un débat là, qui reste parce que ça devient un peu injuste à certains égards d'avoir un dommage qui est beaucoup plus grand aujourd'hui. Puis ça reste encore la question de l'antériorité du vice, là, de démontrer qu'en 1978, le vice existait, là, mais qu'il a juste éclaté en 2024. C'est une bonne pente en montée. C'est pour ça que l'expert est là pour démontrer cette causalité-là. Puis aussi, comme on disait tout à l'heure, la construction en 1978 n'est pas la même qu'en 2024. Fait que peut-être qu'en 1978, c'était totalement accepté puis c'était correct. Exact. L'isolation a changé, la manière de toute la structure, évidemment, toutes les choses ont changé. Fait que c'est sûr qu'un bâtiment, on le vend, il faut qu'il tienne debout, il faut qu'il soit étanche en principe. Puis ça reste que il y a les qualités de base qu'un bâtiment doit avoir, puis qu'on doit assurer. Mais après ça, la performance, là, il y a des...
un bâtiment de 75 ans, son étanchéité, isolation, là, contre le froid l'hiver, ça, on le voit souvent. Hein, la maison n'est pas isolée. Ouais, mais on n'isolait pas pareil dans les années 40. Puis ça se peut très bien que la laine a foulé. Des fois, le brin de tir rendu à terre. Ouais, ben c'est ça. C'est pas les mêmes techniques. Les murs en 2x4, maintenant sont en 2x6. Ça reste que. Puis ça peut avoir foulé, tout ça. Mais est-ce que c'est la responsabilité de la personne qui te l'a vendu en 2024? Pas nécessairement, parce que. Effectivement, la maison avait d'une autre époque, était bâtie d'une autre époque. C'est ce que tu as acheté. En toute connaissance de cause, c'est ce que tu as acheté. Puis dans la déclaration du vendeur, tu les as, ces informations-là. Ils sont déclarés. C'est là que c'est utile aussi. Ouais. L'année de construction du bâtiment. L'année de construction. Et son état de rénovation. Ouais. Puis, éventuellement, que l'entrepreneur est toujours en vigueur, puis que là, il y a un recours à la chaîne, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est juste la dernière personne qui poursuit l'entrepreneur ou c'est tout le monde, tous les autres vendeurs qui vont poursuivre ensemble? C'est un recours commun? Comment ça fonctionne? Bon, quand il y a les vendeurs, les recours, on peut les prendre directement contre les vendeurs antérieurs. À charge de démontrer l'antériorité au moment de la vente avec ce vendeur antérieur-là. Parce que c'est toujours le fardeau de prouver qu'à la vente, le vice était là. Exactement. Fait que c'est ce qu'on doit. On doit prouver tous les critères, mais dans chaque vente, démontrer que le vice existait à ce moment-là. Pour le cas du constructeur, il y a un concours qui est complètement direct. Donc, la personne qui a construit le bien est tenue de la garantir. C'est le fabricant. Le fabricant est toujours tenu. Fait que quand je suis l'acheteur, le dernier maillon de la chaîne, on va le prendre comme ça, j'ai à démontrer, puis je peux prendre des recours contre chacune des personnes. Ou je prends contre mon vendeur uniquement, puis lui aura la charge d'appeler en garantie son vendeur, qui lui appellera son arrière-vendeur et tout ça. Mais on peut aussi les mettre directement, plus efficace. Moins long, et on a tout le monde autour de la table au même moment, puis on contrôle notre démarche judiciaire. Donc ça, c'est un conseil, mais ça, c'est évidemment l'avocat qui va déterminer quelle est la stratégie. Exactement. Mais il y a possibilité de faire les deux. Puis au moment où c'est pas un entrepreneur, mais un autoconstruction, on en voit beaucoup des autoconstructions. Est-ce qu'il y octroie la même garantie? Comment ça fonctionne? Là, c'est sûr que c'est pas le fabricant en tant que tel. Évidemment, c'est pas le fabricant au sens fabricant du terme. Ça va rester la garantie de qualité d'un vendeur. Oui, c'est ça. Exactement. Fait qu'il n'y aura pas plus parce que tu es autoconstructeur. Cependant, ça peut jouer peut-être des fois sur la connaissance d'une situation. Mais encore là, dans ces cas-là, les gens sont assurément ou très... Puis il y a une présomption, là, les gens sont de bonne foi. Puis dans la loi, on est présumé de bonne foi. Ouais. Les gens, ils bâtissent ça comme ils peuvent. Puis ça passe au feu parce que l'électricité est mal faite. Mais il n'a pas fait exprès. Là. Ouais. Je comprends qu'en principe, c'est illégal de faire sa propre électricité chez nous, mais ça reste que on ne pourra pas, pour ça, une simple erreur, poursuivre un vendeur parce qu'il a fait ça. Par contre, si clairement il le savait, si on démontre une forme de faut démontrer la forme de faute, autrement dit, dans le dol. C'est ça, le dol, la fausse représentation. Il y a un élément fautif du vendeur. Donc... Puis si jamais une autoconstruction, construction 2023, il vend 2024, il dit, moi, je vends sa garantie légale. Il peut-tu faire ça? Oui. Mais, tu sais, qu'est-ce qui va amener un vendeur, après uniquement 1 an, de vendre sans garantie légale? Bien évidemment, ça va avoir un impact sur son prix parce que les acheteurs qui vont acheter une propriété de 2023 qui a sans garantie légale, on s'entend que ça a un impact. T'es comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Rien l'empêche, comme je dis, c'est un droit. 2, c'est pour avoir la paix. Moi, ce que je comprends, les gens font ça, c'est pour avoir la paix. La paix juridique, la paix juridique de leur dossier, c'est de dire, regarde, moi, je me ferai pas écœurer avec des niaiseries. Je me permets l'expression, là, je m'excuse, mais c'est un peu ça, parce que pour les moindres petites choses qui ne sont pas des vices cachés, il y a des gens qui s'aventurent. Qui cognent vite aux portes. Exactement. Je pense que ça, les gens ont compris qu'ils voulaient éviter ce genre de niaiserie ou de poursuites non fondées. Fait que se faire envoyer des écrits sur des choses qui semblent évidentes, ben c'est ça. Il jette la paix. Puis est-ce qu'un entrepreneur général peut vendre sans garantie légale? Non, parce que le fabricant d'un bien ne peut pas s'exclure de sa responsabilité. Ça, c'est très clair dans la loi, effectivement. Fait que les personnes qui peuvent le vendre sans garantie, c'est vraiment les personnes physiques, là, les monsieur, madame, tout le monde, qui vendent leur maison. Donc, puis ça inclut aussi l'autoconstructeur. Il n'est pas exclu de ça parce que tu as bâti toi-même ta maison. Tu restes une personne qui est non commerçant. Donc, c'est pas son corps. Il n'y a pas sa business n'est pas de vendre des bâtisses, de vendre des immeubles. Donc, dans ce cas-là, les personnes peuvent exclure la garantie légale, mais tout entrepreneur, toute personne qui est expert en bâtiment, qui est un commerçant dans la construction, ne peut pas effectivement exclure sa garantie.
Puis si un entrepreneur a acheté une propriété, la rénove, il la revend, mais il l'avait acheté sans garantie légale parce que c'est une vieille maison qui avait vraiment besoin d'amour, la rénove au complet, la revend, est-ce qu'il doit mettre la garantie légale ou il peut revendre sans garantie légale? Ben, il devrait, dans un cas comme ça, il devrait revendre sans garantie légale, mais ça reste son choix. Là. Dans un cas comme ça. Même si c'est un entrepreneur, là, il a le choix, vu qu'il a acheté sans garantie légale. Exactement. OK. On le voit, effectivement, on le voit, mais des fois, c'est une aberration, puis des fois, dans le temps, c'est très proche. Mais c'est un risque d'avoir acheté sans garantie puis de la remettre, la garantie légale. Ben oui, parce que tout te revient sur le dos. Puis ça, souvent, c'est parce que c'est par défaut. Il faut comprendre, là, on est peut-être passé vite, là, mais la garantie légale existe par défaut dans votre contrat de vente. Fait que si on ne pose pas cette question-là au contrat notarié, puis même si c'était même pas prévu au contrat notarié, elle existe. De base, elle est dans votre contrat de vente. Ouais. Donc, si on veut l'exclure, il faut le prévoir. Donc, ça, c'est clair. Donc, dans un cas comme ça, où c'est sûrement un oubli, où on n'a pas voulu en traiter, puis finalement, on a garanti un bâtiment que nous-mêmes, on avait acheté sans garantie. Ça veut dire que nous, si on s'est poursuivi, on est le dernier maillon de la chaîne. Ouais. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. Exact. Tout te revient sur le dos. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Alex. Ça fait plaisir. Vraiment, merci. Je pense pas qu'on ait fait le tour, mais évidemment, ça donne un bon aperçu. Ça remplit quand même beaucoup de questions, les questions qui me sont vraiment plus posées pratiquement toutes les semaines. Là. Puis là, au moins, je vais être outillée pour bien encadrer mes clients si jamais il y a un vice peut-être caché qui arrive. C'est important parce que, tu sais, c'est la dernière chose que je veux que mes clients achètent une propriété qui a une problématique. Là. Fait qu'au moins qu'ils soient bien encadrés par la suite. C'est vraiment idéal. Merci vraiment. Ça fait un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté notre podcast. On parle d'IMO avec Hello. Commentez, aimez, partagez. Bonne journée!